Ok, super. Bonjour à tous, je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de FrenchOnly.com et mauditfrançais.ca. J'espère que vous passez un bon début d'été, que vous soyez aux États-Unis, Canada, Angleterre, peut-être en France, pour les chanceux. Merci pour votre fidélité. En tout cas, vous savez que toutes les semaines, on a des webinaires sur différents sujets. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus de 150 à vous être inscrits sur le webinaire. Donc, vous remarquerez que vous êtes cachés, vos micros sont coupés, vos caméras aussi. Donc, mais vous en faites pas, on vous donnera la parole à la fin de ce webinaire, puisque vous pourrez poser vos questions en direct. Ce webinaire va durer environ 60 minutes, incluant des questions-réponses à la fin. Et le sujet donc, principal sur lequel on va revenir tout de suite, c'est investir dans l'immobilier locatif aux États-Unis. Pourquoi les Français choisissent Cleveland? Pour répondre à toutes nos questions, on a l'honneur d'avoir deux experts. Donc un nouveau, Thibaut Guéant, fondateur de InvestUS. Il est aux États-Unis depuis 10 ans. Il a commencé en créant Florida Residence, une entreprise vendant et louant des biens immobiliers en Floride. Et il a décidé, il y a quelques années, de se diversifier en créant InvestUS. Il fut le premier francophone à offrir des biens immobiliers à forte rentabilité avec un faible capital de départ à Cleveland. Jean-Philippe Sora avec Massa Consulting, qu'on présente presque plus, qui est un habitué de nos webinaires. Il a démarré sa carrière à Paris, chez Mazars, avant de se spécialiser dans l'accompagnement des entreprises étrangères ayant des filiales françaises. C'est à New York qu'il intègre le groupe Massa, spécialisé dans l'accompagnement des Français, entreprises et particuliers installés aux États-Unis. Il est aujourd'hui la référence fiscale du groupe pour l'ensemble des problématiques nord-américaines et transatlantiques de ses clients. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur Facebook Live ou sur Zoom. Et on pourra, si vous êtes sur le Zoom, on pourra aussi entendre votre voix. Il suffit de lever la main. Donc, ce sera à la fin du webinaire pour poser vos questions en direct à nos experts. Je vous invite aussi à rejoindre toujours depuis un ordinateur sur Zoom ou une tablette tactile afin de pouvoir voir la présentation en mode plein écran. Ça va être plus agréable pour voir nos slides. Et puis, j'ai plus qu'à donner la parole à Thibaut, qui va démarrer par partager son écran et nous présenter les opportunités à Cleveland. Super Romain, merci pour ton accueil, ta présentation. Donc, je me présente. Merci à tous celles et ceux qui ont décidé de venir participer à ce webinaire. Donc, voilà, pour vous commencer la présentation de la société, donc qui nous sommes. Voilà, donc là, c'est notre petite équipe francophone avec qui je travaille. Donc, je suis moi-même le fondateur de la société InvestUS. Donc, l'objectif, c'est de proposer des biens à forte rentabilité et avec des faibles tickets d'entrée aux investisseurs francophones et étrangers, voilà, pour venir diversifier dans du dollar, investir dans l'immobilier sur des produits très rentables. On accompagne sur le long terme, c'est vraiment du clé en main pour un revenu, générer des revenus passifs. Donc, ensuite, pour aller un petit peu plus loin au niveau de notre expérience, donc ça fait plus de 8 ans que nous sommes spécialisés dans l'immobilier aux États-Unis. Nous avons commencé les opérations en Floride et j'ai décidé de proposer un marché complémentaire à la Floride. Donc, c'est la ville de Cleveland, on en parle énormément en ce moment. Voilà, aujourd'hui, sur toutes ces années réunies, on a regroupé 300 investisseurs, on a vendu 400 maisons à peu près, 250 maisons en gérance actuellement, donc on a à peu près 100 en Floride et 150 à Cleveland, 30 collaborateurs répartis entre Miami, Cleveland et la France, et on a des investisseurs également à travers le monde entier qui viennent investir avec nous aux États-Unis. Donc, pour parler de nos équipes à Cleveland maintenant, nous avons notre équipe de gestion locative, c'est notre partenaire local de confiance sur place à Cleveland, qui s'occupe exclusivement des produits que nous proposons à la vente et qui s'occupe de la gestion locative. Ensuite, nous avons nos équipes de travaux, donc ça c'est un point très important également, puisque nous rénovons les maisons, on s'occupe de viabiliser tous les biens.
de façon à ce que les investisseurs n'aient pas à sortir de l'argent pour les années à venir en ce qui concerne les gros travaux. Ensuite, nous avons des équipes d'apporteurs d'affaires indépendants en France, éparpillés en francophonie, mais la plupart en France, qui sont gestionnaires de patrimoine et qui nous aident à promouvoir les produits à Cleveland. Un petit topo sur la ville de Cleveland. Donc, plus de 2 millions d'habitants, Cleveland et sa couronne. Il y a des milliards qui sont investis depuis 3 ans à peu près. Tous les ans, la ville injecte des milliards de dollars dans la ville. On a à peu près 20 millions de touristes par an et ça se développe tous les ans. Le taux d'occupation, alors là, il faut mettre à jour, mais il y a 2 ans, c'était de 95% des logements qui sont occupés. Maintenant, on est passé à 97%. Cleveland Clinic, c'est un des pôles économiques majeurs de Cleveland. Ça a été considéré en 2018 comme étant le 2e meilleur centre hospitalier au monde. Et donc, on a une économie très importante dans le secteur Cleveland Clinic aujourd'hui. Le siège social est à Cleveland. Et c'est un des plus gros employeurs de la ville, le premier employeur de la ville avec 55 000 employés. On a également des locataires, de nombreux locataires qui travaillent dans le secteur médical. Donc, c'est une infrastructure gigantesque. D'ailleurs, les investisseurs qui décident de venir acheter sur place, ils viennent à notre rencontre et ils sont souvent étonnés et agréablement surpris par ce qu'ils voient. Ils sont assez impressionnés par les infrastructures qui ont été mises en place par le groupe Cleveland Clinic. On est à peu près sur 700 000 mètres carrés de superficie en termes d'infrastructure. Ensuite, on a des sociétés mondialement réputées qui viennent s'implanter. On en a eu 11 les 2 dernières années, notamment, avec Amazon qui a ouvert son premier centre de distribution en 2018 et son 2e centre de distribution en 2019. Ils sont en train de négocier justement pour refaire un autre énorme centre de distribution l'année prochaine. On a d'autres grosses sociétés qui viennent s'implanter comme Progressive, c'est une société d'assurance qui génère des centaines de milliards de dollars chaque année. On a par exemple Sherwin-Williams, une société de peinture qu'on utilise nous dans nos maisons, qui est le leader mondial de la peinture, qui fait à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires par an et qui a décidé également d'implanter son siège social dans la ville de Cleveland, juste à côté du stade de NBA. On a également les 3 sports, les 3 sports, donc le NBA, le football américain et le baseball, qui sont implantés en plein centre-ville. Il y a eu des centaines de millions de dollars d'investis dans le sport, donc c'est aussi un axe, un pôle économique important. On a également des offres culturelles et universitaires très développées. Donc, c'est dans le pôle University Cycle, pas très loin de Cleveland Clinic, à côté. Donc, on a des étudiants de tous les États des États-Unis qui viennent étudier dans la ville de Cleveland, dans le secteur biomédical, dans l'ingénierie, dans le droit, dans la nouvelle technologie. Donc, ça ramène du monde dans la ville de Cleveland. On a à peu près 30 musées gratuits pour les étudiants. Donc, voilà, c'est un pôle majeur également dans la ville de Cleveland. Donc, ensuite, voilà, on a aussi des investissements qui ont été réalisés dans le divertissement, puisque on a parlé des sports, mais aussi on a des théâtres qui ont été installés, une dizaine de théâtres installés en plein centre-ville. Donc, c'est un petit peu le 2e Broadway, sauf qu'il se trouve à Cleveland. Et ça ramène aussi du monde et de l'économie. On a aussi notamment un casino de plus d'1 milliard de dollars qui a été installé il n'y a pas très longtemps à Cleveland. Pour parler de manière un petit peu plus précise sur le marché immobilier à Cleveland, donc au niveau de l'évolution des prix, c'est vrai que maintenant on a un historique assez intéressant depuis 2-3 ans quand on a commencé à Cleveland. Et on s'aperçoit que depuis 2018, les maisons augmentent en moyenne de 5 à 10% par an. Le prix moyen d'une maison est de 129 000 dollars, donc qui est 36% au-dessus de la moyenne nationale. Donc vous voyez, il y a encore une marge assez intéressante pour des développements éventuels de plus-value.
et sachant que nos maisons coûtent 2 fois moins cher que, voilà, on est à peu près à 70 000 dollars. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Les maisons se vendent assez rapidement également, entre 1 et 2 mois pour des maisons, en tous les cas, les maisons entre 60 et 80 000 dollars en moyenne, 2 fois plus rapide que la moyenne nationale. Le taux de chômage a baissé de 6 à 4% en 2 ans. Donc, ça donne un indicatif également assez intéressant sur la ville de Cleveland, 10% en dessous de la moyenne nationale. Taux d'occupation, j'en parlais tout à l'heure, qui a augmenté depuis les 2 dernières années. Alors, donc, la façon dont nous travaillons, voilà, on est vraiment axé sur l'humain. C'est une aventure humaine avant tout. Donc, on est très super ravi de pouvoir être à la rencontre des investisseurs qui viennent investir avec nous. Donc, on attache une attention très particulière à la relation sur le long terme, puisqu'on accompagne, on fait vraiment un accompagnement complet. Donc, c'est très important de mettre en place un écosystème de façon à ce que l'investissement soit périn, soit dans le temps et rentable immédiatement et sur la durée. Donc voilà, on a mis en place toute une structure pour encadrer de manière très précise et cadrer les investissements de nos investisseurs. Donc, on crée les sociétés américaines, on s'occupe de trouver les biens immobiliers, on s'occupe des travaux, donc les prix comprennent les travaux, on s'occupe de la gestion locative, de la comptabilité et de la revente derrière si jamais c'est le bon moment pour revendre avec les perspectives de plus-value. Voilà le produit type des produits que nous proposons. Donc, ce sont des maisons individuelles qui génèrent à peu près 16% de rentabilité brute. On parlera après de la rentabilité nette. Et d'ailleurs, vous pouvez nous solliciter pour recevoir le calcul de la rentabilité de la simulation nette avec tous les frais. Vous allez voir qu'on est à peu près à 10% net après avoir payé les impôts et le comptable payé également. Donc, c'est assez intéressant. Faible ticket d'entrée, entre 55 et 75 000 dollars. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous investissez 60 000 dollars, le taux de parité euro-dollar est très intéressant. 60 000 dollars coûte à peu près, enfin, ça vaut à peu près 52 500 euros, 53 000 euros. Donc, vous faites déjà 7 000 de différence. Donc, c'est assez intéressant. On est à 1,14 aujourd'hui. C'est assez intéressant aussi d'investir en ce moment même. Retour sur les investissements immédiats, c'est-à-dire que le jour où le client est propriétaire, les loyers commencent à être comptabilisés. Il va recevoir les relevés et les rentrées d'argent tous les 15 de chaque mois. Donc, aux États-Unis, la bureaucratie est beaucoup plus simplifiée et beaucoup plus simple. Donc, c'est un avantage. L'investisseur peut être propriétaire en 2 semaines, 2-3 semaines. Donc, c'est assez efficace et rapide à ce niveau-là. Fiscalité, on en parlera avec Jean-Philippe. Vous allez voir que c'est aussi assez intéressant. Ce qui vous donne en fait un investissement bon père de famille, totalement viabilisé, avec les travaux, la gestion locative, clé en main et des garanties également de 12 mois de loyer, des garanties sur les travaux. S'il se passe quelque chose dans la maison pendant 1 an, eh bien, le propriétaire ne va pas dépenser le moindre centime. C'est la société Invest US qui va se responsabiliser et garantir si jamais il y a des choses des travaux dans la maison sur les 12 premiers mois. Les paiements tous les 15 de chaque mois, un service de gestion locative en français. Donc, on travaille avec notre équipe qui nous permet ensuite de communiquer, de fluidifier toutes les communications en français. C'est très important. Également avec un comptable francophone et un accompagnement après sur la revente. Donc, voici des autres exemples de produits que nous avons vendus. Donc, voici par exemple cette maison-là, dont les loyers générés étaient sont de 10 200 bruts. On peut voir que si on déduit les dépenses, taxes foncières, gestion locative, frais de comptabilité, impôts et assurances, on est à peu près à 10% de rendement brut, ce qui est très, très intéressant pour les investisseurs francophones qui désirent diversifier dans le dollar pour des faibles tickets d'entrée. Donc, voici un exemple. Voici un autre exemple de maison que nous avons vendu dernièrement également. Donc, vous voyez, c'est vraiment le produit typique des produits que nous avons à vendre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez recevoir la liste des produits. Donc, on attache une attention
très particulière sur les travaux, c'est le nerf de la guerre, comme la gestion locative. Donc, on viabilise tout, que ce soit le poste plomberie, électricité, toiture, peinture, fenêtre, chauffage, chauffe-eau. Alors, le chauffage et le chauffe-eau et les panneaux électriques sont situés dans la cave. Ensuite, cuisine, sol. Voilà, le plus important pour nous, c'est que les investisseurs n'aient pas à sortir de l'argent sur les gros travaux. Donc, c'est pour ça qu'on viabilise tout pour eux. Ce qui va permettre aussi d'ailleurs de louer un bon montant et de louer aussi très rapidement. On arrive à louer en 2 semaines, un mois en général. On a une forte demande locative sur ces biens-là. Le processus d'acquisition, donc vous pouvez voir en 2 semaines, on peut être propriétaire aux États-Unis. Alors, comment ça se passe? À partir du moment où l'investisseur décide de se positionner sur un bien par rapport aux fiches qu'on lui a envoyées, aux vidéos des travaux et après travaux également des maisons, eh bien, on va faire en même temps, on va lui demander en même temps si le nom de la société qu'il souhaite donner, puisqu'on crée les sociétés américaines, ce qui va nous permettre ensuite de lui envoyer le contrat d'achat via signature électronique avec un dépôt de garantie de $6 500 pour réserver le bien, commencer à démarrer les procédures avec la création de la société. Quelques jours plus tard, nous recevons les documents complémentaires envoyés par la Title Company, donc c'est l'équivalent du notaire en France, avec le restant montant dû. Donc aux États-Unis, c'est 2%. Les frais de notaire donc de Title Company sont de 2%. Le client va signer ces documents complémentaires, ce qui va nous permettre d'ensuite de finaliser l'acquisition avec la réception du Warranty Deed. Donc là, c'est le titre de propriété. Le titre de propriété, d'ailleurs, qui est le plus protecteur des États-Unis vis-à-vis des acheteurs, c'est-à-dire que ce sont des propriétés, comme on dit, free and clear, c'est-à-dire enlevées de toute dette et enlevées de toute violation. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, une fois que le propriétaire reçoit son titre de propriété, les loyers commencent à être comptabilisés. On va envoyer un pouvoir de procuration pour agir au nom du propriétaire en ce qui concerne la gestion locative. On va lui envoyer les devis pour l'assurance. Et le 15 du mois suivant, il va commencer à recevoir ses loyers. Entre parenthèses aussi, en parallèle, on va créer le compte en banque qui va lui permettre de recevoir les loyers. Et puis, on suit le rythme classique avec la comptabilité et la gestion locative. Alors, on affectionne plus particulièrement, en fait, on s'est positionné sur 7 quartiers qu'on affectionne plus particulièrement parce qu'il y a des intérêts intéressants sur les développements de ces quartiers-là dans la ville de Cleveland, où on a de nombreuses entreprises qui viennent s'implanter et où on a un développement économique important. Collingwood, par exemple, Collingwood et Glenville sont situés au nord-est, qui sont ici, au nord-est de la ville de Cleveland. Collingwood, c'est séparé entre le nord et le sud. C'est un quartier aussi très artistique, en vogue et dont les prix commencent à prendre une certaine valeur avec une forte demande locative. On a également de nombreuses entreprises qui viennent s'implanter. Glenville, c'est pareil, c'est un petit peu le quartier, un des quartiers verts de la ville de Cleveland. On a notamment le grand parc historique Rockefeller Park. C'est un de mes endroits préférés d'ailleurs à Cleveland quand les investisseurs viennent. On leur fait visiter également. On passe devant le parc, c'est assez arboré et assez agréable. Il y a JP Morgan Chase notamment qui a décidé d'investir plusieurs millions de dollars dans la ville pour développer de nombreux projets commerciaux et résidentiels. Slavic Village. Donc Slavic Village, on est un petit peu plus au sud par ici, où c'est aussi intéressant. On a des théâtres qui ont été installés. On a vraiment un dynamisme très intéressant également avec des développements de projets à des millions de dollars qui sont en train de se mettre en place. Montplaisant, un petit peu plus au nord, c'est un petit quartier qui se développe avec beaucoup de parcs qui sont c'est assez verduré également, assez arboré également. Buckeye Shaker, un petit peu plus au nord, qui est ici, je ne sais pas si vous voyez la souris. On a notamment Shaker Square qui a été classé monument historique. Et on retrouve notamment un des plus anciens cinémas des États-Unis.
Donc, c'est assez rigolo. Quand on passe devant, ça nous permet aussi de voir un petit peu tout l'historique de la ville et c'est assez intéressant. Ensuite, on a Limaïs. Alors, Limaïs, c'est plus au sud-est, qui est ici. C'est un quartier qui devient de plus en plus premium également et qui prend de la valeur. On a l'implantation d'ailleurs d'Amazon qui s'est implantée juste à côté et de nombreux plazas commerciaux neufs, flambant neufs qui ont été installés également. Donc les deux Amazon sont. Alors le premier Amazon est au nord-est, pas très loin de Collingwood, et le deuxième a été implanté pas très loin de Limaïs. Donc voilà pour les quartiers. Alors n'hésitez pas à nous contacter. On est assez présent sur les réseaux sociaux pour le coup. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que nous proposons sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra d'avoir une vision un petit peu plus importante. Juste pour vous montrer, là, la parité euro-dollar, ici, on est à 1,14, donc 60 000 dollars. Ça vous fait, voilà, grosso modo, 52 500 euros. Donc, c'est assez intéressant. Donc, sur notre page YouTube ici, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir en fait par notification les vidéos. On a créé des playlists ici avec différentes thématiques. Alors, par exemple, si vous cliquez ici, vous pouvez voir, on a quelques biens de produits que nous avons vendus après travaux. Ça vous permettra d'apprécier les travaux que nous faisons dans les maisons. On a aussi quelques maisons qui sont en cours de travaux, mais ça vous permet d'avoir un bel aperçu. Ensuite, on a les témoignages. On a plusieurs témoignages de clients. On va en recevoir encore un peu plus parce que c'est quelque chose qu'on développe également. N'hésitez pas à regarder les entretiens, les différents témoignages qu'on a réalisés avec nos clients. Ensuite, les quartiers, les vidéos sur les quartiers. Donc ça, voilà, c'est pareil, ça vous permet d'avoir une immersion par vidéo sur les quartiers que nous proposons. Les choses à faire dans la ville de Cleveland. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, j'ai essayé de vous synthétiser un petit peu, mais il y a énormément de choses qui se passent dans la ville de Cleveland, donc c'est assez intéressant de se renseigner à ce niveau-là. Ensuite, nous avons notre page Instagram où nous développons un petit peu et on travaille aussi beaucoup sur le mindset et comment avoir un bon mindset pour les investisseurs pour pouvoir investir. On a notre page qui est là, notre page Facebook. Alors, n'hésitez pas à aimer la page. Comme ça vous permettra de recevoir les vidéos que nous faisons à Cleveland, puisque voilà, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'on est très présent à Cleveland, très transparent sur les produits que nous proposons. Donc voilà, j'aurai plaisir de répondre à toutes vos questions, moi et mon équipe. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et pour voilà, répondre à toutes vos questions. Donc je vais maintenant laisser la parole j'imagine, à Jean-Philippe. Ouais, exactement. C'est super. Merci Thibaut. Est-ce que tu veux nous remontrer ton QR code juste si les gens veulent rentrer en contact avec toi, ils ont juste à passer leur iPhone sur ce QR code et ils peuvent du coup, je crois il est connecté à ton numéro de portable directement. Donc, vous pouvez appeler Thibaut et vous aurez en scannant ce QR code avec votre appareil photo son numéro de portable. Super, merci. C'était une très bonne présentation et j'invite tout le monde du coup à suivre Thibaut sur YouTube, sur Instagram ou sur votre canal préféré. Moi, j'ai regardé les vidéos que Thibaut fait toutes les semaines à Cleveland et je trouve que c'est très qualitatif. Et d'ailleurs, tu as une très bonne équipe de tournage. On va tout de suite donner la parole à Jean-Philippe qui va un petit peu nous faire le point sur à quelle sauce on va être mangé fiscalement, qu'on soit résident fiscal aux États-Unis, peut-être au Canada et rapidement un petit peu sur si on est en France aussi, comment ça se passe quand on est non-résident et US, donc peut-être en France. Voilà. Exactement. Merci à Maudit Français Maudit Français French Morning, excusez-moi, parce que nous avons les deux versions, la partie canadienne et la partie américaine, d'avoir organisé ce webinaire. Merci Thibaut pour ta présentation du marché immobilier à Cleveland, qui a l'air assez prometteur et intéressant.
Maintenant, nous allons parler de choses un peu moins sympathiques, puisque qui dit investissement dit forcément une fiscalité attachée. Nous nous y attendons tous, hélas. Donc, il est quand même bon de savoir, comme tu disais tout à l'heure, à quelle sauce on va être mangé lorsqu'on fait un investissement immobilier aux États-Unis. Donc, je vais démarrer tout de suite ma présentation. Hop. Tac. Voilà. Super. Donc, j'en profite aussi rapidement juste pour dire, j'ai vu que Clément a levé la main. On va te donner la parole à la fin. Et on a vu les questions dans le Q&A. On va répondre à toutes les questions à la fin du webinaire. Voilà. Parfait. Tout à fait. Donc déjà, je pense qu'il faut partir de la base de la fiscalité immobilière aux États-Unis. En quoi est-ce que… comment ça fonctionne? Certains le savent déjà, ils sont déjà aux États-Unis. D'autres qui sont non-résidents ont déjà investi aux États-Unis. Mais je pense qu'il est bon de faire un petit rappel, un rafraîchissement de mémoire. Donc en fait, c'est très simple. Peu importe, très simple. La base est assez simple. Peu importe la façon dont vous allez détenir un bien immobilier, que ce soit en direct, que ce soit via une structure juridique, comme nous allons le voir dans le slide suivant, eh bien, il faut savoir que les modalités de calcul de votre base imposable seront toujours les mêmes. Donc, je ne parle pas de modalités déclaratives, de formulaire à produire, je veux dire. Ça va être les modalités de calcul du revenu taxable. Comment ça marche? Eh bien, c'est assez logique. Prenez vos loyers encaissés, moins les charges afférentes à la location, donc tout ce qui va être taxe foncière, frais d'entretien, de maintenance, frais de gestion, intérêt d'emprunt, si jamais il y a un emprunt. Vous déduisez tout ça de vos revenus locatifs, de vos revenus fonciers, des loyers encaissés, et vous avez un résultat. À cela va s'ajouter, et c'est là que c'est un avantage américain qui est assez intéressant, un amortissement qui se fait d'office. Il n'y a pas d'option à prendre, comme ça peut être le cas en France ou au Canada. L'amortissement est automatique. Il se fait sur 27 ans et demi. Donc, si on prend un exemple chiffré, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. Vous achetez un bien, mettons 275 000 $, vous divisez par 27,5, vous allez pouvoir déduire 10 000 $ par an de vos revenus fonciers. Ce qui, dans un certain nombre de cas, va vous faire passer en perte fiscale. Attention, je ne parle pas de perte cash, parce que l'investissement peut être rentable en cash, mais je parle vraiment d'une perte fiscale. Donc, vous avez un résultat inférieur à zéro. Qui dit résultat inférieur à zéro dit aucun impôt à payer dans le courant de la vie de la location. Si vous avez un résultat fiscal supérieur à zéro, eh bien, c'est un très bon indicateur parce que ça voudra dire que vous avez acheté un bien à bas prix et que vous le louez très bien. Donc, c'est un assez bon indicateur de rentabilité de l'investissement. Donc, dans le cadre où vous aurez des revenus fonciers, un résultat taxable supérieur à zéro, vous allez payer un impôt. On y viendra un peu plus tard. Dans le cadre où vous êtes en perte, eh bien, que faire de cette perte? On a deux cas de figure. Soit vous êtes résident fiscal américain, soit vous êtes non-résident. Pour le cas d'un résident fiscal, vous avez peut-être d'autres biens immobiliers en location. À ce moment-là, cette perte pourra venir diminuer vos autres revenus fonciers. Sinon, si vous êtes actif dans la location, donc c'est vous qui vous chargez de la gestion du bien, c'est vous qui allez, je sais pas, on a un problème de plomberie, vous allez appeler un plombier. À ce moment-là, vous êtes considéré comme actif. Si vous gagnez moins de 100 000 $, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 25 000 $ de pertes foncières de vos revenus ordinaires. Si vous gagnez entre 100 et 150 000, à ce moment-là, pour chaque dollar de perte, vous allez déduire 0,5 $ de vos revenus ordinaires. Et au-delà de 150 000, vous ne pouvez plus rien déduire. D'accord? Pour le non-résident, à ce moment-là, forcément, comme vous n'avez pas d'autres revenus de source américaine, eh bien, vous conservez la perte. Donc, dans les deux cas de figure, en tant que résident qui ne peut pas déduire la perte, le non-résident qui ne peut pas la déduire non plus, rassurez-vous, la perte n'est pas perdue. Vous la gardez. Elle va s'accumuler tous les ans, vous l'additionnez. Et au jour de la vente, vous allez pouvoir minimiser la plus-value réalisée sur la vente du bien. Donc, c'est un aspect fiscal qui est quand même assez intéressant. Vous gagnez de l'argent au quotidien, enfin, de manière annualisée, sans forcément d'impact fiscal en local.
Maintenant, tout à l'heure, j'ai soulevé le point de la plus-value. Comment sont calculées les plus-values? Encore une fois, c'est quelque chose de logique qui coule un peu sous le sens. On prend le prix de vente du bien, moins tous les frais de vente, moins le prix d'achat, moins les frais d'achat. Ça nous donne un montant qui va être taxable et taxé. Taux fédéral, tout va dépendre en fait de votre tranche d'impôt, de vos, excusez-moi, de vos revenus. Soit on a des taux qui vont varier de 0 à 20%. D'accord? Si, excusez-moi, là, je suis un peu… Voilà, pardon. Donc, vous avez cette plus-value. Si vous avez une perte, vous venez minimiser l'impact de la plus-value. Et l'amortissement qui aura été pratiqué, lui, par contre, va être repris et réintégré à vos revenus ordinaires. Et là, il va être taxé à un taux bien spécifique de 25% au niveau fédéral. Donc, quand même, cet amortissement est un cadeau qui se fait de manière annuelle sur vos revenus fonciers, mais il y a un pendant puisqu'il sera taxé au moment de la vente. Là, je vais faire maintenant une petite divergence parce qu'elle est quand même intéressante. Certaines personnes ne le savent peut-être pas. Ils sont déjà aux États-Unis, ils ont une résidence principale, donc il faut le souligner. Si vous vendez votre résidence principale, donc pour qu'un bien soit considéré comme résidence principale, il faut y avoir habité au moins 2 ans sur les 5 années qui vont précéder la vente. Donc, ces 2 ans ne sont pas forcément, comme vous l'aurez compris, on a une période de temps de 5 ans. Ces 2 ans ne sont pas forcément d'affilée, hein, ça peut être par mois, par-ci, par-là, mais sur 5 ans. À ce moment-là, vous allez être exempté, vous aurez droit à un abattement sur la plus-value de 250 000 $ par individu du couple. Donc, vous êtes célibataire, vous avez un abattement de 250 000 $. Vous êtes marié, vous avez un abattement de 500 000 $ sur la plus-value réalisée. Donc maintenant que nous avons vu les bases, on va creuser un peu plus, puisque Thibaut le soulignait tout à l'heure, il crée pour ses clients des sociétés. Alors, pourquoi? Nous allons répondre à la question tout de suite. Parce que quand on achète, vous le savez tous, on a deux possibilités de détention. Soit vous détenez le bien en direct, soit vous le détenez via une structure juridique. En direct, vous allez, fiscalement parlant, vous retrouver, comme ce que je disais tout à l'heure, avec soit une perte fiscale, soit un revenu taxable. Le revenu aux États-Unis, autant Ohio que fédéral, marche par tranche, l'impôt sur le revenu. Donc, je ne peux pas vous donner de chiffres précis puisque tout va dépendre de la situation de chacun. Soit vous allez acheter via une société transparente, donc la LLC que citait Thibaut tout à l'heure. Donc, c'est une société qui est juridiquement extrêmement souple, qui ne paye pas d'impôts. Vous allez payer les impôts à la place de la société, à votre taux d'imposition individuel. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Une autre type de structure, ce seront les C-Corp. Ce sont des sociétés par action. Donc, pour les Français qui nous écoutent, l'équivalent de SA, SARL, SAS, toutes ces formes juridiques-là, qui vont être imposées à un taux fixe fédéral de 21%. D'accord? Donc, aucun impact personnel tant que vous ne retirez pas d'argent de la société. Si vous versez des dividendes, à ce moment-là, vous allez être imposé avec une potentielle retenue à la source côté américain. Et puis, dans votre pays de résidence, une imposition sur ces dividendes étrangers. Donc, voilà un peu pour l'aspect fiscal. Mais l'intérêt de créer une structure, avant même ça, est de en fait, vous protéger. Vous êtes dans un pays, les États-Unis, qui est assez procédurier. Donc, on va prendre un exemple qui est assez extrême, mais au moins parlant. Vous louez la maison, vous avez acheté votre maison à Cleveland, vous la louez à une famille. Ils ont un enfant, l'enfant met les doigts dans la prise, il s'électrocute, il meurt. C'est très triste, tout le monde est triste. Et il y a un aspect où vous allez potentiellement vous faire poursuivre par la famille. Si vous n'avez pas de structure juridique qui vient faire écran entre vous et le bien, et la détention du bien, à ce moment-là, on peut vous attaquer sur l'ensemble de votre patrimoine. Donc, vous risquez de perdre beaucoup. Si vous avez une structure juridique et que vous avez quand même bien géré le bien, à ce moment-là, on ne va vous attaquer que sur le patrimoine, on ne pourra attaquer que sur le patrimoine du propriétaire du bien, donc la société.
Et qu'est-ce qu'il y a dans cette société? Il y a uniquement le bien. Donc, au pire, on va vous prendre la maison. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, on a cet aspect-là, je pense, je partage l'avis de Thibaut, qu'il est très important de créer une structure juridique pour procéder à un investissement immobilier. Pour le choix de la structure et la fiscalité qui va y être attachée, alors là, il n'y a pas de réponse toute faite. Est-ce qu'on choisit une LLC? Est-ce qu'on choisit une C-Corp? Tout va dépendre en fait de votre personne, de la composition de votre patrimoine, de l'endroit où vous habitez. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, il va falloir vraiment faire une étude poussée et c'est du cas par cas. Voilà. Donc, pour les non-résidents, point d'attention important, souvent on l'oublie, soit par méconnaissance, soit par oubli volontaire. Vous habitez en France ou au Canada par exemple, vous avez un bien loué aux États-Unis, il va falloir, s'il n'est pas détenu par une C-Corp, donc si ce n'est pas soit en direct, soit via une structure transparente, déclarer les revenus soit issus de la transparence, soit de la location en direct dans le pays dans lequel vous habitez. C'est très important. Surtout que maintenant, il y a des échanges d'informations bancaires qui sont en place. Donc, ne croyez pas que vous allez pouvoir garder un bien aux États-Unis sans avoir aucun impact en France ou au Canada. Il faut le déclarer. Vous déclarez ces revenus donc dans le pays dans lequel vous habitez. Si vous payez un impôt aux États-Unis, vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt américain qui aura été payé. D'accord ? Si vous détenez le bien via une C-Corp, à ce moment-là, vous n'avez pas d'impact fiscal direct puisque vous ne vous êtes rien versé en termes de revenus, mais il faudra déclarer très certainement la détention de cette société. Voilà, très important de le faire parce que maintenant, tous les pays appliquent des pénalités lorsqu'on ne déclare pas soit ses revenus, soit ses actifs, et bien souvent les deux qui sont situés à l'étranger. Pour les Canadiens qui nous écoutent, la LLC est un véhicule qui est quand même très utilisé aux États-Unis, mais il y a un point d'attention parce qu'il faut savoir que l'ARC, donc l'Agence du revenu du Canada, ne considère pas les LLC comme des sociétés transparentes. Elle ne reconnaît pas cette structure-là. Donc, il considère les LLC comme des C-Corp. Et donc, sans rentrer dans plus de détails, parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, vous risquez de vous retrouver avec une double imposition de vos revenus fonciers. Une fois aux États-Unis, une fois au Canada, avec un décalage entre les deux et aucun des crédits d'impôt au Canada lié à l'impôt américain que vous aurez payé. Donc, il faut faire attention. Il y a des possibilités d'éviter ça. Une qui est la plus connue et la plus facile est de convertir la LLC, c'est une option, de la convertir en C-Corp. Comme ça, le match en fait, entre la fiscalité canadienne et la fiscalité américaine se fait et on ne se retrouve pas doublement imposé. Bien que, comme on l'a vu tout à l'heure, la C-Corp peut avoir un impact fiscal plus lourd qu'une société transparente, puisque là, elle va payer son propre impôt, et puis vous, quand vous allez récupérer de l'argent, vous allez vous retrouver à nouveau imposé. Donc, le choix de la structure est vraiment une pièce importante du puzzle de la rentabilité et qui doit être considérée avec attention. Voilà, pour les non-résidents, n'oubliez surtout pas de déclarer ces structures-là dans le pays dans lequel vous habitez. Si on va un peu plus loin, d'autres points fiscaux qui sont avantageux d'un point de vue américain, il est possible de faire ce qu'on appelle une section 1031 ou Like-Kind Exchange qui permet, quand vous faites de l'investissement immobilier, de repousser le paiement de l'impôt sur la plus-value à plus tard. Évidemment, à ça, il y a des conditions. Il faut avoir vous vendez un bien, il faut racheter un bien du même type. Et donc, quand on parle du même type, ce n'est pas forcément vous avez acheté une maison, il faut racheter une maison de la même taille. Non, c'est de même nature. Donc, c'est un bien loué, c'est un investissement locatif. Si vous aviez acheté un studio de 10 mètres carrés, vous achetez une maison de 300 mètres carrés, on reste sur un bien, du moment que c'est loué, on reste sur un bien du même type. Et il ne faut pas qu'à la vente, vous perceviez les fonds sur votre compte personnel, il faut qu'ils soient maintenus dans un compte séquestre et il faut que le bien soit acquis, le nouveau bien, dans les 180 jours qui suivent la vente du premier bien. Et ça permet comme ça de créer un patrimoine immobilier sans imposition immédiate de la plus-value. Donc, vous conservez du cash. C'est assez intéressant. Pour les non-résidents, il y a un acte qui a été passé
l'équivalent existe d'ailleurs en France et au Canada, qui est le FIRPTA. C'est le Foreign Investment in Real Property Tax Act, qui prévoit que quand vous vendez un bien immobilier, sous certaines conditions, vous allez vous retrouver avec une retenue à la source obligatoire qui sera faite sur le brut de la vente, une retenue de 15%. Mettons, vous vendez le bien 100 000 $, eh bien, l'acquéreur va devoir retenir 15% du prix de vente et le reverser à l'IRS. Donc, c'est vraiment sur le brut et pas sur la plus-value. Il y a une option pour minimiser cet impact qui doit se prévoir quand même en amont de la vente pour demander à l'IRS. Donc, il faut leur fournir quand même des documents, des justificatifs, leur demander de ne réaliser que la retenue à la source ne soit faite que sur la plus-value réalisée. Donc, en gros, vous payez votre impôt au moment de la vente. Si jamais ça n'est pas possible et que la retenue à la source est faite sur le brut de la vente, à ce moment-là, au moment où vous déposerez une déclaration de non-résident aux États-Unis, l'année suivant la vente, à ce moment-là, l'IRS va vous rendre le trop perçu. C'est juste uniquement un décalage de trésorerie. Donc, ça ne doit pas consister un frein à l'investissement, sachant d'autant plus que quasiment tous les pays occidentaux l'appliquent. En fait, du moins, le Canada, la France et les États-Unis. Ils appliquent ça aux non-résidents. Voilà, donc c'était un bref tour fiscal américain qui est quand même important à savoir. Et maintenant, nous sommes disponibles pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Super, merci Jean-Philippe. Je pense que ouais, tu as vraiment parlé des points les plus essentiels, donc c'est top. Pardon, je te coupe. Je ne suis pas rentré dans le détail pour certains parce que certains seront peut-être déçus. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la fiscalité, c'est toujours du cas par cas. Et surtout quand on parle d'investissement, il n'y a pas de généralité. Donc, on a posé des bases et puis après, vraiment, ça s'étudie à votre niveau personnel. C'est pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail par la suite ou à les poser à la fin du webinaire. Voilà. Et comme d'habitude, Jean-Philippe et Thibaut répondront à toutes les questions. Alors, on va tout de suite démarrer par les gens qui ont posé des questions dans le chat, enfin dans le Q&A. Si vous voulez lever la main pour poser votre question en live, n'hésitez pas à lever la main, c'est juste en bas. Et comme ça, on peut entendre votre voix, c'est plus sympa. Donc, on a une question d'Emmanuel. Je pense que c'est pour Thibaut cette question. Pour confirmer, vous considérez l'investissement en cash sans prêt? Oui, alors bonne question Emmanuel, merci de l'avoir posée. C'est vrai que la plupart des investissements, la totalité des investissements se font en paiement comptant. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, les banques américaines ne vont pas autoriser les financements sur des produits en dessous de 130 140 000 $. Donc, ça reste très difficile d'avoir un financement, en tous les cas, aux États-Unis pour les non-résidents américains. Après, c'est vrai que pour les résidents américains, il y a plus de facilité. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu comme la comptabilité, c'est au cas par cas. Il faudra gérer ça individuellement. Donc, vous pouvez nous poser les questions par rapport à votre cas précis. En tous les cas, pour les non-résidents américains, le financement ne sont pas possibles pour ce genre de produit entre 50 et 70 000 $. Après, en France, pour les résidents français, on a une solution avec un contact qui s'occupe des prêts conso, prêts à la consommation, prêts personnels, donc assez facile à obtenir et qui permettra de compléter, si jamais l'investisseur n'a pas les fonds, la totalité des fonds réunis, eh bien, il pourra compléter ça avec un crédit perso ou crédit consommation. Après, on a certains investisseurs qui ont déjà par exemple des placements conséquents en bourse ou en assurance vie. Là, la banque en France va pouvoir prêter non pas sur le projet immobilier aux États-Unis, mais sur ce qu'il a déjà placé en France en produit de placement, par exemple, donc avec un nantissement, ou alors s'il y a déjà du patrimoine déjà existant quasiment payé ou totalement payé,
et bien là, la banque va prendre en hypothèque le patrimoine en France et faire un refinancement, c'est-à-dire à peu près 60 à 80% de la valeur du bien. Et ensuite, l'investisseur reçoit l'argent de la banque et puis peut investir dans l'immobilier aux États-Unis, par exemple. Super, merci Thibaut. C'était une très bonne réponse, très complète. On a une question de Cyril. Bonjour Thibaut, y a-t-il des avantages à être résident US? Compte en banque déjà ouvert, obtention de crédit, taux de crédit et down payment nécessaire? Alors là, il faudra le voir un petit peu au cas par cas. C'est sûr que si vous êtes résident US, vous avez déjà un crédit score, vous avez déjà un compte en banque, vous avez déjà pour la plupart une LLC, tout ça. Donc, forcément, il y a une possibilité sur un financement à étudier au cas par cas parce qu'il faut étudier aussi le profil financier du résident US qui désire investir avec nous. Donc, je vous invite à ce moment-là à nous contacter pour voir en détail, faire une consultation et une approche beaucoup plus approfondie. Je crois que les taux aux États-Unis n'ont jamais été aussi bas en ce moment. Quand oui, on est résident aux US. Voilà, ça a baissé, ouais. Ouais. Alors après, tout dépend des programmes, parce qu'il y a des banques en général, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins il y a de bureaucratie, et plus les taux d'intérêt sont bas, et plus ils sont embêtants sur toute la partie administrative. Donc on doit être entre 3,5 à 6,5%, quoi, à peu près. C'est assez variable, hein. Ouais, en fonction du credit score. Ça, c'est vraiment pour les gens qui sont résidents aux États-Unis. Et je crois qu'après, les taux pour les non-résidents, s'ils arrivent à se faire financer, mais ça a l'air d'être compliqué quand c'est des petits montants. On a une question d'un auditeur anonyme qui demande qui c'est qui va gérer les propriétés. Alors, c'est notre société de gestion locative partenaire exclusif local à Cleveland qui s'occupe de prendre en main tous les produits que nous vendons. Et nous travaillons en binôme avec notre équipe française et toute la communication passe par notre équipe française par la suite. Magnifique. Allez, une question de Martin. Salut Martin, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir que tu sois là. Je pense que c'est plutôt pour Jean-Philippe. Conseillez-vous de créer une LLC ou une C-Corp dès le tout premier investissement immobilier? Alors, je crois que Martin, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est encore résident US. Alors, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Difficile de répondre à cette question sans connaître la situation précise. Effectivement, si Martin est aux US, a priori, comme ça, donc attention, hein, sous couvert de vérifier sa situation, la LLC serait toute conseillée. Voilà, parce que la C-Corp, comme je le disais, quand on est aux États-Unis, n'a pas forcément d'intérêt puisqu'elle va payer un impôt, si jamais il y a un impôt à payer. Et puis après, pour vous récupérer l'argent, vous allez vous retrouver à nouveau imposé sur des dividendes. Donc, voilà, ça dépend de la situation, mais a priori pour Martin qui est aux États-Unis, la LLC serait tout indiqué. Parfait. Super, merci Jean-Philippe. On a une autre question d'un auditeur anonyme. Bonjour à tous. Y a-t-il des garanties liées aux travaux effectués, tel que c'est le cas en France, sur des immeubles rénovés ou neufs? Parfait achèvement, décennal, etc. Merci. Alors, aux États-Unis, les garanties décennales n'existent pas. Pour remédier à cela, étant donné que nous proposons des produits clés en main et que les prix comprennent les travaux, nous nous occupons bien évidemment de tout viabiliser dans les maisons. Donc, du coup, par cette mainmise et ce contrôle de toutes les opérations et donc des travaux, nous proposons une garantie sur les travaux sur une période de 1 an. Ok, parfait. Ouais, je crois que tu en avais parlé au tout début de la présentation d'ailleurs. On a une question. On a quelqu'un qui a levé la main. Stanley.
Alors, on va prendre Stanley. Un téméraire. Bon, Stanley, il faut juste que tu actives ton micro. Je t'ai donné la parole. Oui, c'est bien moi. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ok, super. Bon, merci à vous pour votre présentation. Très intéressant en effet. Alors moi, je suis résident américain depuis un peu plus d'un an et demi. Et ma question est la suivante. Pour votre solution clé en main, est-ce que vous assurez aussi les loyers perçus chaque mois? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc, en fait, merci Stanley, hein, en fait, hein, donc enchanté. Merci d'avoir posé la question. Oui, en fait, on s'occupe, on a une garantie également sur les loyers, effectivement. Comme on trouve les locataires par le biais de notre équipe de gestion locative partenaire local à Cleveland, eh bien, nous avons la main mise sur toutes les opérations, ce qui nous permet ensuite de proposer cette garantie de loyer sur une période d'un an, pardon. Ah non, très bien. Et ma seconde question pour vous, avec la situation actuelle du Covid, comment vous voyez évoluer la situation à Cleveland pour les prochains mois? Alors, c'est vrai que c'est toujours au cas par cas aux États-Unis parce que c'est un grand pays. C'est vrai que des États comme la New York ou la Floride sont impactés d'une manière différente par rapport forcément à d'autres États qui sont peut-être moins impactés. C'est le cas pour l'État de l'Ohio. À Cleveland, on n'a pas eu de réel impact. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, les prix continuent à suivre leur progression, continuent à augmenter. On a une demande locative toujours aussi élevée, ce qui nous permet de placer des locataires en 2 semaines, un mois en moyenne. D'accord, très bien. Bon, merci pour ces réponses. Et je me ferai un plaisir de vous contacter sûrement dans les prochains jours. D'accord, Un peu avec grand plus. plaisir. Merci Merci à vous, Stan. Thibaut. Merci à vous. Merci Stanley. À bientôt. Parfait. Eh ben, il y a encore plein de gens qui ont posé des questions entre-temps. Donc, combien ça coûte de passer par US Invest? Question de Michel. Les personnes qui passent avec nous, tout est déjà inclus. Donc, on offre tout le packaging, travaux inclus. Ce que l'investisseur, lui, doit payer, par contre, c'est les 2% de frais de notaire à rajouter au prix. D'accord. OK. Parfait. Monsieur O, je pense, en fait, il n'y a que son nom de famille, donc mais je lis que les prénoms aujourd'hui. Donc, quel est le coût de la création d'une LLC? Thibaut, c'est pour toi. C'est pour moi? OK. Alors nous, si jamais l'investisseur décide d'acheter par notre biais, eh bien c'est quelque chose qu'on va offrir. On estime que c'est important de proposer d'avoir un geste commercial pour commencer notre entente sur le long terme. Donc nous créons la société américaine de manière gratuite. Normalement, les cabinets facturent, tout dépend, hein, mais voilà, entre 600 et 1200 dollars selon le cabinet. Super, merci. On a une autre question de Emmanuel. Emmanuel qui demande si on peut partager la présentation et les deux présentations. Alors, si Emmanuel est abonné à la newsletter ou l'infolettre de French Morning ou de Maudit Français, et même d'ailleurs, il y aura un email automatique Zoom qui va partir dans 24 heures avec le lien vers le replay intégral de cette vidéo. Et à l'intérieur de cet article, il y aura les decks de nos deux experts d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez revoir tout ça, ainsi que leurs emails, numéro de téléphone, si vous souhaitez les contacter. Marie qui nous pose une question pour Thibaut. Quel est le profil type de l'investisseur chez US Invest?
Alors, chez InvestUS, le profil type des investisseurs, disons qu'on a de plus en plus de jeunes investisseurs, puisque effectivement, on est sur des tickets d'entrée relativement accessibles à tout le monde, entre 60 et 70 000 dollars en moyenne, hein. Donc, on a des jeunes de 30 à 40 ans comme des investisseurs un petit peu plus, avec un peu plus d'expérience et avec un peu plus de patrimoine en France. Donc, on arrive à toucher une audience assez large, hein. Super, merci. Dimitri qui nous pose une question. Quelle est la rentabilité nette finale sur cette offre clé en main dont tu nous parlais? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de ce que tes clients aujourd'hui ont comme rentabilité net? Tout à fait, très bonne question également. Merci de l'avoir posée. Donc, effectivement, on est sur une rentabilité brute d'à peu près 16%. Ensuite, il faut déduire les dépenses, donc les frais de gestion locative de 8%, la taxe foncière, une assurance multirisque habitation et responsabilité civile, les impôts à payer et le comptable à payer également. Donc, on est à peu près à 10%. Et on a créé d'ailleurs pour cette occasion les personnes qui réclament le calcul de simulation nette d'un bien typique de ce que nous proposons. Posez-nous la question peut-être sur contact@invest-us.com. Je répète, contact@invest-us.com et posez-nous toutes les questions et on vous enverra le calcul de rentabilité nette. Super, merci Thibaut. Je crois qu'on a presque… Ah, voilà, il y a encore des questions qui sont tombées en plus. Du coup, une question pour Jean-Philippe. Monsieur O est déjà propriétaire, mais en individuel. Est-il possible de créer une LLC après coup? Ton micro n'est pas activé, Jean-Philippe. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème à ça. Vous pouvez créer une LLC et puis après apporter le bien dans la LLC. Il faudra quand même mesurer si on a un impact fiscal dû au rollover de la propriété de ce bien de votre personne à la LLC. Mais c'est tout à fait possible, oui. Parfait, merci. Question de CA. Est-ce qu'un citoyen américain vivant en France doit s'acquitter du FIRPTA à la vente du bien en cas de plus-value? Alors, je crois que la question m'est destinée. Merci, elle est tout à fait pertinente. Non. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous devez certainement le faire en tant que citoyen américain habitant en France. Vous êtes toujours considéré comme pas forcément résident fiscal américain, mais vous déposez tous les ans une déclaration à minima fédérale par laquelle vous allez déclarer vos revenus mondiaux aux États-Unis, bien que vous déclarez aussi en France. Donc là, le FIRPA pour vous ne va pas s'appliquer. Voilà. C'est vraiment le FIRPA, c'est pour éviter qu'un non-résident arrive, il achète une maison, il gagne de l'argent aux États-Unis, il paye, il part, il quitte les États-Unis en la vendant, enfin, il n'a plus d'attache avec les États-Unis en vendant le bien et il ne paie pas son impôt sur la plus-value. Pour le récupérer, aller chercher l'argent, c'est assez compliqué, assez coûteux. Voilà pourquoi a été fait le FIRPA. Dans votre cas, ça ne s'applique pas. Super, merci Jean-Philippe. Alors, on a encore une question de notre auditeur anonyme. Quid de la situation en cas de non-paiement des loyers? Donc là, on a déjà parlé de la garantie sur 12 mois. Au-delà de la garantie par InvestUS, quelle est la procédure éventuelle qu'il faut mettre en place pour sortir le locataire, je suppose? Oui, très bonne question également. Donc, on a une protection vis-à-vis des investisseurs aux États-Unis. À partir du moment où le locataire ne paie pas son loyer, alors déjà, il va y avoir des pénalités, des frais de retard journaliers. Ensuite, il va y avoir une lettre qui va lui être envoyée directement sur sa porte de convocation officielle au tribunal pour payer son dû, en fait.
S'il ne se présente pas au tribunal et qu'il ne paye pas ce qu'il doit, eh bien, c'est une procédure avec l'avocat qui va coûter environ 550 $ et qui va travailler en binôme aussi avec le shérif. Toutes ces démarches prennent entre 30 et 45 jours et ils vont sortir le locataire. Il n'y a pas de délai de grâce ou de période comme en France où il faut attendre que l'hiver passe pour pouvoir sortir le locataire qui ne paye pas éventuellement ou attendre 1 an ou 2 ans. Donc ça devient vite un cauchemar financier. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas, c'est très expéditif. Et donc le shérif sort le locataire au bout de 30 à 45 jours. Donc c'est assez rapide. Donc c'est une protection vis-à-vis de l'investisseur aux États-Unis. Et également, après, il est fiché. Donc il est fiché dans le background check. Du coup, nous, quand on fait une vérification de chaque locataire, d'ailleurs, eh bien, on vérifie et on peut revenir en fait 10 ans en arrière. Ça, c'est assez intéressant. Si jamais le locataire s'est fait expulser, eh bien, on peut s'en apercevoir. Et donc, du coup, via cette transparence-là, alors de une, pour le locataire, ça sera compliqué de retrouver un logement, donc il se responsabilise. Et de deux, nous, on va pouvoir être très sélectif sur les locataires que nous choisissons. Parfaite réponse. Très complète. Merci. Alors, on a quelqu'un qui nous demande s'il y a des plans pour investir dans d'autres villes aux États-Unis. Thibaut, je crois que tu connais aussi bien la Floride, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais si jamais tu voulais parler 2 secondes, je crois que tu as encore des activités en Floride aussi. Oui, tout à fait. J'ai toujours mon agence toujours assez active en Floride avec ma société de gestion locative également pour encadrer les investisseurs francophones. Eh bien, à ce moment-là, posez-nous peut-être la question en privé. On peut vous envoyer des sélections plus personnalisées par rapport à vos critères aussi, votre budget, votre timing, si c'est un appartement, si c'est une maison, parce que le choix est plus vaste en Floride. Donc, il y a aussi des opportunités. Bon, c'est plus cher, c'est 2 à 3 fois plus cher minimum. Et on perd à peu près 2 à 4 points de rentabilité. Super, merci. On va prendre la dernière question. Alors, il y en a 2. L'État de l'Ohio est-il considéré comme lender-friendly ou tenant-friendly? Donc, landlord-friendly, ça veut dire en français qui soutient le propriétaire ou plutôt le locataire, tenant-friendly. Ouais, alors on n'est pas sur un état restrictif pour les landlords, donc les investisseurs, les propriétaires. On est plutôt sur un état très clément pour les investisseurs. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on a décidé de choisir Cleveland. Parfait. On a une dernière question et puis après on va vous libérer où que vous soyez aux États-Unis ou en France. Dernière question, y a-t-il des propriétés qui sont Section 8 dans ces propriétés-là? Alors, Section 8, oui, mais attention, on va cibler cela d'une manière rigoureuse. On ne prend pas des familles nombreuses et des familles qui ne travaillent pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des Sections 8, des locataires qui travaillent et qui paient une partie de leur loyer également. Parce que Section 8, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'État qui va en fait payer, se mettre à la place du locataire et payer, on va dire, de 70 à 100% du loyer. Et ça passe par des critères de sélection vis-à-vis du locataire. Donc, c'est vrai que nous, 80% des locataires sont des locataires traditionnels et 20% avec une sélection précise, sélection en section 8. Ok, super. Tiens, on a allez, c'est la dernière. Romain, j'espère que tu vas bien. Qui nous pose la question, y a-t-il des plans pour explorer l'investissement multifamily, plusieurs appartements? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? Alors, les multifamily, oui, c'est possible. On fait vraiment au cas par rapport à la demande, puisque nous, la majorité de ce que nous vendons, ce sont des maisons individuelles
Mais par contre, s'il y a une demande des investisseurs qui veulent se positionner sur des immeubles de rapport de 6, 8, 10, 20 appartements, à ce moment-là, c'est une recherche customisée, donc personnalisée, qu'on va mettre en place. Donc, il y a effectivement des plans, même si c'est un peu plus difficile à trouver et en général un petit peu moins rentable. Mais il y a des possibilités à ce moment-là par rapport au budget aussi de l'investisseur. On va se mettre à chercher des produits en multifamily. Donc, posez-nous la question sur contact@invest-us.com. Merci. Super. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Thibaut, merci Jean-Philippe. C'était un plaisir de partager cette heure avec vous. Je vous rappelle à tous que si vous voulez voir le replay intégral de notre webinaire d'aujourd'hui, il est disponible tout de suite sur notre compte Facebook, que ce soit sur Maudit Français, French Morning. Il sera aussi disponible sur le compte Facebook de French Morning London. Et si vous avez des questions, vous allez recevoir par email automatique donc, les contacts de nos intervenants d'aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. On a un super webinaire sur préparer son retour en France, patrimoine, transfert de fonds et fiscalité pour les gens qui quittent leur expatriation. Et puis voilà, bon week-end, bonne soirée à tous et puis à bientôt sur Maudit Français ou French Morning. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous.